En fait, il était question d'évaluer la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sous le prisme de la fonction du juge constitutionnel dans un état de droit démocratique. Ça fait 8 ans que la Cour constitutionnelle existe depuis 2015, même si elle a été précédée par la Cour suprême de justice agissant comme Cour constitutionnelle intérimaire. Et la question c'est, est-ce que cette Cour nous sert ou joue un rôle, ou le rôle que les constituants attendaient de lui? Alors on a parcouru certaines jurisprudences, certaines décisions de la Cour, et on a constaté que pour la plupart, certaines décisions ou certains arrêts ont été progressifs en matière d'interprétation de la Constitution, de protection de droits et libertés fondamentaux. Mais malheureusement, la plupart des fois, ce sont des arrêts qui renforcent ou qui s'alignent sur une préférence politique de quelqu'un qui est au pouvoir. Ça veut dire la Cour peut être audacieuse en certaines matières, mais on se rend compte que sa position n'est pas assez audacieuse, parce que toutes les fois, elle essaie un peu d'aller derrière ce qu'aimerait une certaine majorité pour justement mériter sa légitimité politique. Et nous, on s'est dit, la Cour doit beaucoup plus travailler pour avoir une légitimité populaire. Ça veut dire qu'elle doit avoir un appui du peuple. Et ma proposition était telle qu'il faut renforcer son encadrement interne et son encadrement externe. L'encadrement interne ici beaucoup plus. Au niveau interne de la Cour constitutionnelle, il faut arriver à créer un mécanisme d'après lequel les décisions de la Cour constitutionnelle sont susceptibles d'appel. Et pour en arriver là, il faut décentraliser la juridiction constitutionnelle pour que chaque province ait au moins la possibilité de contrôler, devant la cour d'appel bien sûr, qui ait la possibilité d'attaquer en inconstitutionnalité certains actes et que l'on saisisse la Cour constitutionnelle à Kinshasa en matière d'appel. Ça, c'est la décentralisation de la justice constitutionnelle. J'ai également proposé sur le plan interne une certaine prise de conscience des juges constitutionnels. Lorsqu'une requête leur est soumise et que l'un de leurs collègues vienne avec une proposition, les collègues rapporteurs doivent être audacieux pour proposer parfois des solutions contradictoires. Et lorsque ces solutions contradictoires ne sont pas entendues, les juges doivent rédiger les opinions séparées pour éclairer les publics. Cela va démontrer qu'au sein de la Cour même, il y a cette démocratie et les gens peuvent compter sur la Cour. Alors sur le plan externe, je me suis dit qu'il faut renforcer la participation des citoyens dans la désignation des juges constitutionnels. Parce qu'aujourd'hui, le mécanisme de désignation des juges est beaucoup plus non transparent. C'est le président de la République, c'est le Parlement, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Alors qu'ailleurs, il y a une participation populaire. Les gens donnent des points de vue sur des juges qui sont proposés. Ils disent non, tel a été impliqué dans telle chose, il faut les retirer de la liste et ainsi de suite. Alors que lorsque vous avez cette approche, les gens participent assez, ça va renforcer la légitimité de la Cour. Et sur le plan externe toujours, j'ai dit qu'il faut ouvrir l'office de la Cour, que les individus puissent soumettre des mémoires lorsqu'il y a des affaires en cours. Parce que la Cour est encore fermée, seuls les partis qui sont au procès peuvent soumettre des mémoires, alors que dans d'autres pays, on voit ce qu'on appelle des amicus curiae, les gens soumettent des briefs qui renforcent un peu l'interprétation de la Cour. Alors, je me suis dit, si on n'arrive pas à mettre en place cette proposition pour renforcer la légitimité de la Cour, faire en sorte que la Cour ne puisse pas forcément suivre une préférence politique d'une certaine majorité donnée, cette Cour, au finish, à un moment, n'aura pas beaucoup trop de sens et on pourra réfléchir sur comment la supprimer. Un vieil adage très populaire et en vogue dans les milieux scientifiques anglo-saxons dit ceci: publish or perish. Ce qui veut dire publier ou vous périssez. Autrement dit, publiez, sinon vous mourrez. Sinon, vous cessez d'exister en tant que scientifique. Un scientifique qui ne publie pas, c'est un cadavre scientifique. Donc c'est pour nous avec cette tradition que nous sommes ici dans cette double activité de conférence et débat et de vernissage d'un ouvrage. L'ouvrage a été co-dirigé, donc je l'ai co-dirigé avec deux autres collègues, l'une est professeure à l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud et l'autre est professeur à l'université de Nairobi. Donc c'est en fait un commentaire article par article du protocole de Maputo. Alors le protocole de Maputo
C'est un protocole de l'Union africaine qui protège les droits des femmes en Afrique. Alors, ce protocole, cette année, en juillet plus précisément, le 11 juillet, fêtait ses 20 ans. Alors, on s'est dit comment on va célébrer les 20 ans de l'adoption du protocole de Maputo. Il faut qu'on commente ces dispositions. En droit, les commentaires d'une disposition juridique ou d'un texte juridique visent à renforcer sa compréhension vis-à-vis de ses destinataires. Donc, la population, les acteurs politiques et tout le reste doivent savoir quel est le contenu de la norme. Et nous, on l'a rédigé, on l'a publié pour que les États, les acteurs civils et les étudiants beaucoup plus comprennent les contenus même de ces protocoles et pour que ces étudiants prennent des actions. Parce que ce protocole a beaucoup de dispositions qui peuvent renforcer la participation politique ou le droit des femmes en Afrique, notamment la question des droits sexuels et reproductifs, la question d'avortement. Est-ce qu'il faut permettre à la femme d'avorter lorsque les 4 critères sont réunis? Est-ce qu'il faut renforcer la participation politique de la femme? Donc, ces questions sont discutées dans le protocole et je pense que c'est un ouvrage, si vous lisez l'anglais, qui est très important pour tout le monde. Et nos étudiants, je pense, aujourd'hui, sont en mesure de lire même quelques lignes en anglais et ce sera le début. Je te baptise au nom de la science, au nom de la connaissance et de l'intelligence, au nom de la plume qui nous façonne et au nom de la compétence et de l'expérience.